Est-ce que vous connaissez la formule qui dit que sur le mercato, un joueur qui vaut 200 millions d'euros est rarement cher, mais un joueur qui vaut 30 millions d'euros est souvent cher? En fait, la logique derrière ça, c'est de dire que tu es rarement déçu en recrutant un top joueur, mais que derrière, quand tu vas recruter un joueur moyen, tu as de grandes chances de te planter. Eh bien, salut tout le monde, c'est TMF, et dans cette formidable vidéo tier list, on va voir si la théorie, la formule est un lieu commun. Est-ce que ça se confirme? Est-ce que ce sont d'énormes conneries? Parce que là, on a la liste des recrues qui ont été les plus coûteuses pour le mercato estival dernier. Il paraît que pour éviter de faire les mêmes erreurs en boucle, c'est bien d'étudier le passé. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Ça va pas être un top 5, ça va pas être un top 10, ça va pas être un top 15, mais ça va être un top 18. Non pas parce que j'ai un attachement particulier au numéro 18, mais tout simplement parce que vous voyez que le numéro 18, c'est Dean Huijsen, qui a été signé du côté du Real Madrid pour un peu plus de 60 millions d'euros. Et en toute transparence, j'avais envie de parler de Dean Huijsen, parce que c'est un joueur que je juge intéressant, donc ça m'embêtait un petit peu de m'arrêter au top 15. D'autant plus que, vous le voyez, si on s'arrête au top 15, t'as l'impression que c'est une vidéo dédiée à la Première Ligue. Et en fait, derrière, Retegui et Elanga, je m'en tamponne un petit peu le coquillage, donc j'ai pas l'amour des chiffres ronds. Je suis un peu monk, pour ceux qui ont le bon goût de connaître cette série, mais j'en suis pas au point où je vais me forcer à faire un chiffre rond et à parler de joueurs qui m'intéressent pas forcément. Déjà que je dois vous avouer que si vous regardez la vidéo sur YouTube, c'est l'endroit où vous pouvez la regarder, ouais, quoique il y a Dailymotion aussi, vous avez le timecode et normalement il n'y a pas la même durée pour tous les joueurs, et je pense que cette durée est assez parlante sur le fait que certains joueurs m'intéressent plus que d'autres. Il y a des joueurs que j'ai plus vus que d'autres également, mais on a affaire à que des joueurs top qualité dans des top équipes. Je vais arrêter d'imiter Thomas Tourelle. Donc évidemment, j'ai vu jouer tous les joueurs. Il y a le cas un peu spécifique d'Osimhen que j'ai moins vu en championnat, mais on y reviendra. Je pense pas que ce soit le cas le plus polémique, le cas qui porte le plus à débat. Et encore une fois, je rappelle que les tier lists, elles sont là pour qu'on se marre un petit peu. Je vous montre l'articulation. On va avoir les transferts que je juge très bons. Donc ici, je vais mettre un transfert lorsqu'il est très bon. Bravo, vous suivez, vous êtes attentifs. On va avoir le bon, on va avoir le mouais. À noter qu'entre le bon et le mouais, la frontière peut être parfois un petit peu fine. Et puis dans les transferts foirés, je tiens à avoir deux grandes catégories, qui sont des catégories qui pour moi sont essentielles quand on parle de transfert. C'est que tu peux avoir un transfert raté, mais où tu dis ça va le faire la saison prochaine, et tu peux avoir du transfert raté où tu dis non mais là c'est fini. Tu touches le fond, mais tu vas creuser encore. Donc vous voyez que ça nous fait pas mal de joueurs, donc je vais tout de suite commencer avec une recrue du côté de Manchester United, ce bon vieux Matheus Cunha. À noter que Cunha n'est évidemment pas la recrue la plus onéreuse de l'été, il est tout de même à une 8e position, c'est rangé en ordre alphabétique, si je dis pas de bêtises, ça a été fait automatiquement avec le l'upload. Alors Matheus Cunha, recruté par Manchester United pour 74,2 millions d'euros, et là j'aimerais aborder un premier truc. C'est qu'il est recruté au moment où il vaut 60 millions d'euros en provenance de Wolverhampton. Les Wolves qui sont une usine à joueurs qui ont du potentiel mais qui se plantent chez eux. Dans la catégorie, tu as oublié qu'ils ont joué à Wolverhampton. Si je dis pas de bêtises, on a quand même ce cher Vitinha. Mais c'est plutôt normal, il est portugais, il a un book, donc à un moment il est censé jouer à Wolverhampton tôt ou tard dans sa carrière. C'est contractuel. Si vous êtes portugais, que vous regardez cette vidéo, même si vous avez juste des origines portugaises et que vous avez un book, je pense que vous pouvez envoyer votre CV à Wolverhampton. Même si vous avez 33 ans, que vous êtes en surpoids et que comme moi vous avez 2 pieds carrés, il y a des chances que vous puissiez réussir à jouer du côté de Wolverhampton. Bon, là où je veux en venir, c'est que Wolverhampton, c'est quand même pas l'écurie la plus huppée de Première Ligue. Il y a un moment, tu sais que c'est un club qui, comment dire ça très poliment, est relativement affilié à un agent. C'est un club qui a eu des périodes au mieux un petit peu aux F dernièrement, au pire qui ont été de véritables périodes de naufrage, mais tu sors pas normalement les fruits les plus juteux de Wolverhampton. C'est pas une équipe qui va aider à valoriser des joueurs. Ce que je veux dire par là n'est en rien une attaque pour ce cher Matheus Cunha, international brésilien au demeurant. Non, c'est pour dire que tu as certains joueurs qui sont valorisés parce qu'ils viennent de certains clubs. Et le Wolverhampton ne fait pas partie de ces clubs-là. Si tu fais exactement les mêmes performances, pour donner un exemple franco-français, au Paris Saint-Germain,
ou à l'Olympique Lyonnais ou au FC Metz, bah, tu sais très bien que tu vas pas être valorisé de la même manière. Et c'est un truc sur lequel tout le monde s'accorde plus ou moins d'ailleurs, parce que même un supporter de Metz va vous le dire, bah ouais, nous on a des joueurs qui parfois vont pouvoir réussir une bonne saison et on va pas réussir à les vendre à leur juste valeur parce qu'on se fait un peu plumer quoi. Et à contrario, réussir à l'Olympique Lyonnais, au Paris Saint-Germain, qui sont des clubs qui sont vus comme j'allais dire riche. Évidemment, l'Olympique Lyonnais n'est pas riche, mais c'est pas le FC Metz, vous voyez ce que je veux dire. Des clubs qui peuvent d'autant plus accepter résister à des propositions financières, des clubs qui ont un historique de formation, des clubs qui vont potentiellement jouer le haut de tableau, bah t'as pas exactement la même perception des joueurs qui arrivent là. Tout ça pour vous dire que Mateusz Cunha, au bout de 6 minutes de vidéo, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet, à 74 millions d'euros, c'est cher. Enfin, je suis désolé, je vais faire mon vieux con, mais à mon époque, avec 75 millions d'euros, on avait quand même des bons joueurs. Et non pas que Mateusz Cunha soit pas un bon joueur, et de toute façon, on va le voir. Si je fais le top 18, il commence à 62,5 millions d'euros, mon top 18. Et c'est pas 18 joueurs de tout premier chapeau qui sont sortis durant ce mercato estival, mais c'est qu'en fait, tu as un marché qui est quand même vachement inflationniste. Et si j'en parle, vous allez me dire, ouais, ok, merci Captain Obvious, mais je suis désolé, c'est faire gros cerveau, peu pertinent et réflexion de semi-habile que de dire, ok, Captain Obvious, parce que finalement, non, c'est pas si Captain Obvious que ça. Le Covid, ça date d'hier. Alors, pas littéralement, métaphoriquement, mais ça remonte à pas si longtemps que ça. Et vous vous souvenez peut-être qu'au moment où il y a eu le Covid, ben, on avait beaucoup de réflexions sur le foot business et le foot n'a pas fait exception à ces mille et un sujets, mais vraiment mille et un, où tu avais des gens qui disaient non mais il y aura un avant et un après Covid. Le Covid a tout changé. We are the world, we are the children. Tous les soirs, on va applaudir les soignants. Bon, on connaît la suite. Le monde n'a pas été bouleversé. Tous ceux qui pensaient que ça changerait la donne de l'équilibre mondial se sont royalement plantés. Et le marché des transferts dans le foot est concerné par ça, parce que finalement, beaucoup de personnes, y compris des journalistes, des éditorialistes, des gens qui ont pignon sur eux, qui sont relativement écoutés, allaient vous dire, et je les critique pas, hein, je peux comprendre qu'on ait cette lecture à ce moment-là. Je suis un peu moqueur, mais comme je pourrais me moquer de mes propres opinions, quand avec le recul je me rends compte que je me suis royalement planté. Coucou à toi, Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Euh, mais en fait, ouais, on se rend compte que non, ça n'a pas du tout eu lieu et que l'inflation des transferts a continué encore et toujours. Et là où c'est inquiétant, c'est que les revenus n'augmentent pas forcément pour autant à ce point-là. Mais bref, passons. On va donc enfin parler de ce cher Mateusz Cunha. Mateusz Cunha qui signe une saison, je dirais que prendre la petite fiche SofaScore, tac. Saison à 35 matchs, 10 buts, 2 passes décisives. Et c'est assez marrant, Cunha, c'est un joueur qui est titulaire quasiment à tous les matchs de Manchester United, on peut le dire, mais j'ai du mal à... Limite dans ma tête, c'est un remplaçant. Alors que pas du tout. Enfin, je vous remonte sa fiche Maxi Foot, j'avais déjà ouvert. C'est pas du tout un remplaçant en fait, Mateusz Cunha. Mais en fait, il m'a pas vraiment marqué. En bien ou en mal, hein, j'ai ouvert son... Je vais faire ça pour tous les joueurs, vous ouvrez à chaque fois leur petite fiche. Ça permet d'avoir de la data visualisation sur ses performances. Bah franchement, Mateusz Cunha, il n'a pas à rougir. C'est des performances qui sont relativement solides. Alors, évidemment, c'est pas le joueur le plus impliqué physiquement. Et je dis bien impliqué parce qu'il a quand même des qualités. Tu le vois comme étant décrit un excellent attaquant de pressing. Mais moi, sa saison m'a pas spécialement marqué. Et j'aurais tendance à le dire en mouais. Alors, je suis peut-être très sévère avec Mateusz Cunha parce que finalement, il est un des... je vais même le mettre en bon, mais au moins vous aurez eu mon hésitation et vous allez la comprendre. C'est un artisan majeur de ce qu'on peut qualifier sans trop s'emballer de renaissance de Manchester United sous Carrick, parce qu'il est titulaire dans l'équipe, donc évidemment c'est un artisan majeur. Il est bon, donc évidemment je vais le mettre en bon, mais moi ce qui me fait vraiment mal, et là je me dis, est-ce que c'est de la faute de Cunha, est-ce que c'est de la faute de Manchester United, est-ce que c'est le marché qui veut ça? Mais non, regardez, les trois plus gros transferts c'est Liverpool et on aura l'occasion d'en parler, c'est qu'en fait il est cher quoi. En fait, Mateusz Cunha,
Il est évalué à 70 millions d'euros, il était évalué au moment du transfert à 60 millions d'euros. Bon, ben moi aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que c'est un joueur qui vaut 70 millions d'euros. Alors évidemment, vu qu'il a été recruté 74 millions d'euros, qui fait une bonne saison, Manchester United va pas le revendre pour moins, donc la somme que je vais vous donner, elle n'a pas de sens. Mais moi, honnêtement, si on joue au juste prix, le juste prix que je donne pour Matheus Cunha, c'est plus aux alentours de 60 millions d'euros. C'est un joueur qui a 26 ans, donc qui va pas changer de dimension. Oui, il a de l'expérience en première ligue, il vient de Wolverhampton, auparavant il était à Atlético, bon, pour ce qu'il a joué, hein. Euh, on s'entend, il a du pédigré, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas un joueur que je mets comme étant un transfert marquant. Et honnêtement, à part les fans de Manchester United, est-ce que les gens s'enthousiasment pour Matheus Cunha? Mais dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que Matheus Cunha a des haters? Est-ce que Matheus Cunha a des fanboys? Je pense que ça dépasse pas le cadre des gens qui suivent avec attention Manchester United et qui ont un avis très précis sur lui. Bon, vous avez compris un petit peu le mood. On va désormais passer à ce bon vieux Dean Huijsen qui était censé être la solution pour le Real Madrid et vient en provenance de Bournemouth. Et on va faire une petite digression sur Bournemouth qui a fait un mercato. Alors attendez, est-ce que je suis dans Bournemouth, transfert de la saison en cours. Voilà, un mercato dans le sens des ventes absolument. Ils ont vendu. Alors à noter que quand c'est en bleu, c'est de mémoire durant le mercato hivernal. Oui, ça semble se confirmer, même si je vous avoue que j'ai qu'un cas. Bon, ben voilà, mais il m'en faut plusieurs pour confirmer. Et le cas de Julian Alojo ne me parle pas beaucoup. Donc, on va compter les ventes durant le mercato estival, donc ce bon vieux Zabarni, dont on reparlera, puisqu'il est également dans les plus gros transferts, Dean Huijsen, ils ont Kerkez, ils ont Ouattara, et finalement, ils ont quand même vendu beaucoup de joueurs. Ils se sont retrouvés un peu à être pillés, hein. Ils ont bien recruté derrière, hein. Ils vont aller chercher Diakité, notamment, dont j'avais dit le plus grand bien à l'époque au LOSC. Mais Dean Huijsen, il arrive comme ça avec sa petite place 18e dans le classement, mais qui va au Real Madrid. Donc évidemment, vous savez comment ça se passe. Autant Matheus Cunha, j'ai dit qu'il n'y avait pas de hater, il n'y avait pas de lover de Matheus Cunha. Évidemment, il y en a, mais toute proportion gardée. Alors Dean Huijsen, il signe au Real Madrid dans un secteur en plus qui est en souffrance. Il a un style de jeu qui est quand même assez agréable à voir. Il a également fait des matchs où il y a des vraies contre-performances. Donc en fait, Dean Huijsen, il a des haters et il a des fanboys, quoi, hein. Je sais très clairement où je vais le mettre. Je le mets tout de suite, hein. Moi, je vais le mettre en mouais et ça m'arrache la gueule, hein, parce que certains vont croire que j'ai du biais de confirmation sur certains joueurs que j'aime ou que j'aime pas, etc. C'est pas une question que j'aime ou que j'aime pas, hein. Moi, Dean Huijsen, j'ai envie de le mettre là, hein. Mais au bout d'un moment, je regarde les matchs, j'essaie de bonne foi. Je peux me planter, mais c'est pas à cause de la mauvaise foi que je me plante, en l'occurrence. Et je trouve sa saison décevante, en fait. Et paradoxalement, alors j'ai pas scruté ses stats, mais je dois vous avouer que ça m'étonnerait pas qu'il ressorte extrêmement positivement, parce que c'est un défenseur qui a quand même la qualité technique qui est réprochable, en fait. On peut pas vraiment défoncer Dean Huijsen quand on cherche à avoir un défenseur central de qualité. Et RIP Datascoot, qui est un site qui ne bug jamais en temps normal, et forcément, quand j'essaye de l'utiliser en vidéo, il bug. Dramatique. Vous n'aurez pas les statistiques détaillées de Dean Huijsen, mais bon, je pense qu'on peut on peut déjà aller voir la saison qu'il fait du côté du Real Madrid au niveau des matchs disputés. C'est un joueur qui a été très impliqué, il dispute quand même une quarantaine de rencontres. Il a sa place dans la charnière du Real Madrid, mais il a sa place parce que tu t'es retrouvé à avoir un Asensio qui recule dans la hiérarchie. Tu as eu des sujets de blessures pour Rudiger, tu as eu des sujets de blessures pour Militao. Alaba, il est perdu pour le football. En fait, Dean Huijsen a été un joueur qui avait une autoroute et qui a quand même eu quelques petites blessures, qui a eu quand même quelques... Je vais trier au fur et à mesure, ça me permettra d'être un peu plus propre, qui a eu quand même quelques petites blessures, qui a eu quand même quelques petits matchs ratés, et finalement il n'a pas réussi à sortir son épingle du jeu. Donc pour le moment, je le mets en mouais. C'est un joueur qui a l'immense avantage d'être extrêmement jeune, il a seulement 21 ans, c'est un Espagnol qui débarque du côté du Real Madrid, c'est un mec qui est passé par la Juve, qui avait été vendu pas si cher que ça. Tu te dis que franchement, Bournemouth, ils ont fait une bascule financière absolument phénoménale là-dessus. Donc
Voilà, j'ai enfin les stats qui se chargent. Bah oui, Dinoisen, ça brille statistiquement, mais en même temps, vous voyez, la valeur estimée par le petit algorithme de Datascout, c'est 49 millions d'euros. Et là, on va juger un transfert qui se fait à bien plus. Défenseur moderne, je pense que ça le décrit plutôt bien, mais défenseur moderne qui n'a pas ses qualités de stopper et de patron défensif. Alors c'est peut-être beaucoup demandé à un joueur qui a seulement 21 ans. Moi je l'enterre pas, je pense qu'il a un brillant avenir devant lui, c'est un joueur que j'aime énormément. Mais force est de constater que si jamais vous aviez eu un nul, genre si jamais vous avez un constat beaucoup plus sévère que moi sur sa saison, je le mettrais nul mais ça va le faire et pas du tout nul et j'y crois pas. Mais je le mets en mouais. Hugo Ekitike. Oh les problèmes. Pourquoi je parle de problèmes pour Hugo Ekitike Parce que Hugo Ekitike, je sais pas comment dire ça poliment. Quand je regarde les réseaux, je l'ai vu sur les réseaux, je l'ai signalé, tout ça, tout ça. Quand je regarde les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'Hugo Ekitike, il vient de signer une saison à la Mohamed Salah du côté de Liverpool. Bon, la saison d'Hugo Ekitike, si on se penche un peu, c'est 45 matchs et 17 buts. Ah, mais elle va pas juger Hugo Ekitike que sur les buts. Vous avez raison. Hugo Ekitike est un attaquant qui apporte bien plus que simplement des buts. Et je pense qu'on va pouvoir le voir également dans les statistiques. Moi, à chaque fois que je vous en avais parlé, je mettais en avant le fait que c'était un joueur qui s'incorporait bien dans le jeu de Liverpool, qui avait le bon profil, qui faisait les bons efforts. Et oui, Hugo Ekitike est un joueur qui ressort très bien dans les statistiques. Il va en plus ressortir beaucoup dans les catégories de buts, malgré le fait qu'il marque pas tant que ça. Mais il y a un truc aussi à voir avec Hugo Ekitike, c'est qu'il a un meilleur ratio en Première Ligue qu'en Champions League. Et là, je vous donne les stats en Champions League. Si je prends la Coupe d'Europe, il ressort pas de la même manière en termes de buts, bien évidemment. Il est estimé beaucoup plus cher que sa valeur de transfert par Datascout. C'est un attaquant qui ressort vraiment comme des top attaquants de pressing. Et je suis d'accord, dans cette catégorie, il est bon. C'est vraiment un attaquant qui peut se manger la main de rage à cause de sa blessure, parce que Hugo Ekitike, il faisait une très bonne première saison. Hugo Ekitike, il avait tous les jours sa place à la Coupe du Monde, et je pense même qu'il y avait un sujet de potentielle titularisation à prendre à la Coupe du Monde. Franchement, il aurait été apte, moi je le voyais gros comme une maison. Olysée derrière, Ekitike à gauche, Dembélé à droite, Mbappé en pointe. C'est validé de toute façon par le général Kylian Mbappé, donc je pense qu'il avait une carte à jouer là-dessus. Mais bordel, 95 millions d'euros. Alors c'est pas le transfert le plus cher de l'été pour Liverpool, on y reviendra. Mais du coup, moi je le mets pas en très bon, Hugo Ekitike. Je vais le mettre en bon, mais non, je vais pas le mettre en mouais, parce que si je le mettais en mouais, ce serait vraiment par réaction de rejet par rapport aux gens qui le saucent trop. Et vous voyez ce que ça fait quand il y a un truc qui est vraiment ultra saucé et que vous trouvez que c'est un peu exagéré. Vous pouvez avoir tendance naturellement à exagérer votre propre position. J'en ai parlé à un psychiatre, il m'a dit que le terme médical pour ça, c'était faire une Riolo Verratti. C'est-à-dire que vous faites comme Daniel Riolo qui au départ critiquait Marco Verratti de manière relativement sensée. Parce que Marco Verratti a beau être un de mes joueurs préférés, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Marco Verratti. Et quand Daniel Riolo dit que Marco Verratti n'a pas fait la carrière auquel il était destiné et par rapport à son potentiel, il a amplement raison. Mais en fait, au fur et à mesure que Daniel Riolo s'est retrouvé à être traité de demeuré par des gens qui adoraient Marco Verratti, Daniel Riolo s'est extrémisé concernant Marco Verratti, je trouve en tout cas, et a poussé la critique au point de lui dire ah non mais je vais le mettre là. Non, je vais essayer de pas tomber dans le même biais, même si on y est tous sujets. Je dis pas ça pour me moquer de Riolo, honnêtement, c'est qu'on peut tous tomber là-dedans. Moi le premier, mais là je vais essayer de garder la tête froide. Hugo Ekitike, c'est un bon transfert. C'est cher, mais en fait, ce qui fait que je vais pas trop lui tenir préjudice du montant de son transfert, déjà, il y peut rien. Je veux dire dans le classement, parce qu'évidemment, ne tenez jamais préjudice à un joueur du montant de son transfert, même de son salaire finalement. Même si le salaire il touche contrairement au transfert, mais écoutez, il a bien raison. Vous demain, si on vous fait une proposition où vous vous jugez surpayé, je pense pas que vous allez dire
Non, 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 cher employeur, je vais refuser ça. Tu me payes 200 euros de moins. Je pense que ce sera plus ma valeur. Et d'ailleurs, je dois t'avouer que je passe beaucoup trop de temps au pause café, que je prends beaucoup de café, donc je vais souvent aux toilettes, ce qui fait que je ne suis pas productif, donc paye-moi moins. Non, évidemment, vous ne diriez jamais ça. Hugo Ekitike, c'est un peu la même chose. Je vais pas lui reprocher d'accepter un gros salaire. Je vais pas reprocher un montant de transfert auquel il est pas lié. Mais en fait, c'est que c'est un transfert qui objectivement te montre qu'il y a une pénurie de numéro 9. C'est ça que je veux dire. C'est pas de la faute d'Ekitike, il est même pas concerné par ça. C'est externe à lui. Mais ça montre à quel point tu galères. Et quand je vois certains autres noms, je me dis que oui, il y a une pénurie de numéro 9. Passons, Xavi Simons. Alors, le cas de Xavi Simons, c'est extrêmement intéressant. Parce que, alors, je vous rassure, si vous entendez des bruits en fond, il n'y a aucun enfant enfermé dans ma cave, simplement un stagiaire, mais qui est consentant et qui a signé des papiers pour ça. Non, je n'ai pas de stagiaire, je n'ai même pas de cave pour tout vous avouer, mais il y a les enfants de mon voisin qui jouent dans la rue, vous les entendrez peut-être. Xavi Simons, qui fait une saison assez intéressante en termes de déséquilibre, qui ne marque pas, on peut quand même le dire, qui a été un joueur assez important du côté de Tottenham, mais qui n'a pas été un titulaire indiscutable pour autant. Quand je dis qu'il n'a pas été un titulaire indiscutable, hop, Xavi Simons Maxi Foot, on va prendre sa petite fiche. C'est qu'en fait, vous voyez qu'il y a eu quelques petits moments où, notamment en début de saison, 71 minutes, 77, après pas titulaire, 61 minutes, 78, après pas titulaire. En fait, c'est souvent dans de joueurs qui sortent tôt, et vous savez comment ça se passe dans les gros clubs. Il y a toujours du drama sur le premier des grands attaquants à sortir. Il y a souvent des polémiques comme ça où le joueur râle. Xavi Simons, il s'est retrouvé un petit peu là-dedans, ce qui fait qu'en fait, il a été 61% du temps sur le terrain. Mais ça fait quand même pas énorme pour un mec qui a un gros transfert et qui a été absent que 14% du temps. Il a quand même passé un peu de temps sur le banc. Et il a été titulaire 30 fois sur 43 matchs. Mais moi, j'insiste surtout sur le côté, il a souvent été sorti tôt. Alors, on va pas revenir sur le contexte des Spurs, qui est extrêmement compliqué. Ils ont le sauvetage de la part de ce cher Roberto De Zerbi, mais ça a été une saison complexe. Et pour moi, c'est un peu ça le problème avec notre cher Xavi Simons qui fait une saison, vous voyez, je vous laisse, je vous montre un peu tout ça pour que vous puissiez vous faire votre avis, mais qui fait une saison qui à mon goût est un petit peu décevante, mais en fait quand je regardais les matchs de Tottenham, je me disais régulièrement que c'était un joueur qui, dans une équipe qui tourne mieux, qui, s'il était un peu mieux entouré, aurait pu donner de meilleures prestations. C'est un joueur sur lequel donc j'ai un peu d'indulgence là-dessus, mais est-ce que t'attendais pas de lui d'être le patron et justement d'être capable de porter cette équipe? Après, il est encore jeune, sa première année à Tottenham, mais en même temps, je me dis que ce bon vieux Xavi Simons, il a quand même été recruté pour 65 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal pour Tottenham. C'est un joueur qui était annoncé à beaucoup d'endroits, qui était très hypé, enfin... Ouais, ça fait quand même beaucoup de choses autour de Xavi Simons, qui a d'ailleurs vu sa valeur décroître. Et ça, je pense que c'est un signe qui est assez parlant. Donc moi, j'aurais tendance à le mettre en mouais. Un peu comme Dean Huijsen, finalement. J'irai pas vendre la peau de Xavi Simons avant la saison prochaine. Je vais attendre de voir ce qu'il donne. Mais je suis un peu déçu. Le contexte l'a pas aidé. Il y a plein de choses qui l'expliquent, mais je suis un peu déçu. Vous voyez l'image de Raymond Domenech qui dit ah vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est l'odeur du sang qui vous attire, où il y a bref truc culte. J'ai plus au mot près, mais je pense que vous aurez la ref. Zabarni, on est dans ce cas-là. Où est-ce qu'on classe ce bon vieux Zabarni? Zabarni, une des deux grosses recrues du Paris Saint-Germain au cours du précédent mercato. Chevalier et Zabarni, certains diraient carton plein, bien joué les mecs. Zabarni, il vient aussi de Bournemouth, je l'ai dit, et il vient avec un projet qui est simple, parce que c'est notre projet, il vient avec pour but d'être titulaire bis, il vient pour incarner une solution de remplacement à Marquinhos qui commence à prendre des années, même si, je dis ça, Marquinhos, pour un défenseur central, il est encore relativement jeune, mais disons que tu sens qu'il a un kilométrage assez élevé et que c'est un défenseur qui risque peut-être de moins bien vieillir que certains. Et Zabarni, il y a le paradoxe de temps de jeu à gogo, pour dire les choses très franchement. Je vais vous prendre son temps de jeu, mais
Zabarny, il joue beaucoup, il a trouvé sa place dans l'effectif, mais c'est un joueur qui a été assez souvent en dessous des attentes, hein. Zabarny, c'est 2815 minutes de jeu. Alors 37% du temps sur le banc, vous allez me dire, t'es généreux en évaluant le temps de jeu de Zabarny par rapport à Xavi Simons, mais Xavi Simons, il arrive dans le contexte d'un club qui a pu Son, etc. Zabarny, il arrive dans le contexte d'un club qui compte sur lui comme numéro 1 bis, qui doit prendre la place plus tard et qui est là pour concurrencer, mais tu vas pas le recruter comme titulaire indiscutable. Donc déjà, jouer 2800 minutes de jeu dans ce contexte-là, je trouve ça vraiment pas mal. Il va quand même enchaîner 30 titularisations. Alors, pas des titularisations en Champions League à une exception près. D'ailleurs, c'était quel match? Je me rappelle plus du tout. C'était face au Barça. Mais Zabarny, c'est une saison qui a été très, très complexe, hein. Moi, j'ai mon avis dessus. Je sais même plus si je vous avais déjà fait une vidéo ou pas. Et évidemment, il a des stats qui sont complètement biaisés par le fait qu'il évolue au Paris Saint-Germain, équipe qui prône la possession à tout prix. Donc, évidemment, tu as beaucoup plus de passes réceptionnées. Évidemment, tu as également une grande précision de passe, parce que de toute façon, si tu n'étais pas capable de faire des passes safe, tu ne jouerais pas dans le PSG de Luis Enrique. C'est un joueur qui ressort pas avec des stats phénoménales. Moi, ce que je ressors de Zabarny, c'est que c'est un mec qui a un potentiel physique monumental. C'est un mec qui est encore jeune, malgré tout. C'est un mec qui évoluait dans une charnière centrale où il était un peu moins responsabilisé en termes de jeu que Dean Huijsen, justement. Et c'est un mec qui, du côté du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est pas à la hauteur. Alors, est-ce que c'est un mouais où je le mets limite? Est-ce que c'est un nul? Et est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? J'ai peur d'être un peu en mode pisse-froid. Je mets tout entre 5 et 6 sur 10, vous voyez. Donc je vais le mettre en nul, mais ça va le faire. Parce que tout de même, Zabarny, il me semble que le constat est quand même plus sévère que pour Dean Huijsen. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un joueur qui a été recruté pour des montants similaires. C'est un joueur qui peut progresser, mais c'est pas non plus. Il est un peu plus âgé que Dean Huijsen, il y a 2 ans de plus. C'est un joueur qui a perdu lui aussi en valorisation marchande. Donc moi j'arrête pas d'y croire, hein. Je pense que vraiment ça peut le faire, mais voilà. Gyökeres. Alors Gyökeres, je vais le mettre en bon. Alors c'est pas forcément une surprise si vous êtes habitué à mon contenu, parce que vous avez vu la vidéo où j'ai fait un petit peu le bilan de la saison de Gyökeres, qui est un joueur qui me frustre beaucoup, qui est un joueur qui, à mon avis, n'a pas forcément le niveau pour être titulaire indiscutable sur l'attaque d'Arsenal, mais qui est un joueur qui a plutôt bien rempli son contrat cette saison. Alors vous n'allez pas me dire, ouais, c'est parce qu'il marque des buts. Oui, il marque des buts, mais j'aurais eu aucun problème à vous dire que Gyökeres ne remplit pas le contrat cette saison, même avec ses stats, hein. Parce qu'il a des bonnes stats, disons clairement, je l'avais dit dans le bilan, hein, 21 buts, franchement là-dessus c'est très très carré. Mais vous connaissez la formule des attaquants et du ketchup. Genre, les buts, c'est comme le ketchup. T'essayes d'en avoir, t'as rien, et puis tout sort d'un coup. Gyökeres, je trouve ses stats de but assez trompeuses, parce que doublé, j'en compte 1, j'en compte 2, j'en compte 3, j'en compte 4, j'en compte 5, et en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère un mec qui, sur 10 matchs, va marquer à tous les matchs, qu'un mec qui, sur 10 matchs, va me coller 5 doublés. C'est peut-être très personnel, hein, mais ça compte, surtout que le doublé face à Fulham, vous voyez, tu gagnes par 3 buts d'écart. Le doublé face à Sunderland, tu gagnes par 3 buts d'écart. Le doublé face à Tottenham, tu gagnes par 3 buts d'écart. C'est pas le cas partout, je crois. Arsenal, Atlético, tu gagnes par 2 buts d'écart. Et Leeds, tu gagnes par 5 buts d'écart. Donc si, en fait, c'est tout le temps le cas. C'est-à-dire que Gyökeres, quand il va marquer énormément de buts, il va être un petit peu fort contre les faibles. C'est-à-dire qu'il va vraiment t'enfoncer la tête sous l'eau. Tu vois, tu es déjà en train de te noyer. Gyökeres, c'est ton adversaire. Il va venir et il va vraiment t'achever, quoi. Il va en profiter pour gonfler ses stats. Mais contre un adversaire un peu plus redoutable, est-ce qu'il va être capable d'avoir une régularité exemplaire? Je dis pas qu'il marque que contre des petites équipes, mais que ses stats sont un peu trompeuses par rapport à ça. Il n'empêche que du coup, c'est pas ses stats qui m'auront empêché de dire qu'il fait une mauvaise saison, mais c'est pas ce biais que je viens de vous évoquer qui me pousse à dire qu'il en fait une mauvaise non plus.
C'est un joueur qui est extrêmement efficace dans ce qu'on lui demande. Catégorisé attaquant de pressing, c'est pas pour rien. Un joueur qui a un très très bon volume. Et en fait, moi, j'ai envie de le mettre là pour ça. Parce que quand on regarde le marché des attaquants, j'en parlais pour Ekitike, j'en parlais pour Cunha, bon, qui joue déporté à gauche, mais qui est avant-centre de formation, second attaquant, profil un peu atypique, surtout au très classique Gyökeres, comparé au très classique Gyökeres, mais c'est un marché qui est compliqué. Donc ouais, Gyökeres, il a coûté cher. Enfin, franchement, il est où? Il est où? Il est là. Tu me dis que Gyökeres, c'est quasiment 70 millions d'euros. Il faudra avoir les bonus, etc. en plus demain. Mais oui, c'est cher, mais est-ce qu'il est utile à Arsenal? La réponse est oui. Est-ce qu'il fait le taf à Arsenal? La réponse est oui. Est-ce que la saison prochaine, quoi qu'il arrive, il aura son utilité? La réponse est oui. Même si Havertz est titulaire, tu auras du temps de jeu pour Gyökeres, il sera bon. Donc je le mets en bon. Voilà, on va rester du côté d'Arsenal pour aller sur Zubimendi. Alors Zubimendi, c'était un joueur qui était extrêmement courtisé au cours du mercato estival. Il a été à la Real Sociedad, il est transféré 70 millions d'euros, c'est pas mal, mais il faut avoir en tête qu'il y avait beaucoup de clubs dessus. Je crois que le Real Madrid était annoncé, notamment avec pas mal d'insistance, évidemment international espagnol, 27 ans, bonne maturité, d'ores et déjà, un joueur qui a beaucoup joué du côté de la Première Ligue et qu'on a vu dernièrement, j'en ai parlé dans le débrief, au poste de latéral de manière assez inédite. Vous voyez, il y a un petit match ici, au poste de latéral. C'était avec la grosse rotation de Mikel Arteta. Donc vous prenez toute la carrière de Zubimendi, il te fait 241 matchs en milieu défensif, je mets des gros guillemets, 58 matchs en milieu central, un en défenseur central, un en arrière droit. Alors Zubimendi, moi je le mets en très bon. Alors ouais, c'est coûteux. Ouais, c'est peut-être pas le joueur qui ressort le plus dans les débats. J'ai pas l'impression que plein de gens se passionnent pour Zubimendi. Mais en fait, je trouve que c'est un joueur qui a un apport offensif, comme vous le voyez, qui est vraiment hyper intéressant pour son poste, hein. Encore une fois, si je vous le ressors sur SofaScore, Zubimendi SofaScore, tac, avec plein de fautes. C'est un joueur dont vous voyez le positionnement qui n'est pas non plus radicalement haut. C'est pour ça que je me permets de dire qu'il a un très bon apport. Mais franchement, il va marquer ses petits buts. Il a 4268 minutes de jeu. Moi, il y a un truc que j'apprécie bien chez les joueurs, c'est la fiabilité en fait. Ça, on a tendance à jamais le mettre en avant, mais regardez-moi ça, Zubimendi. C'est 7 matchs manqués au cours de la saison 2023-2024, mais sinon, c'est relativement impeccable. Et cette saison avec Arsenal, il a beaucoup été sollicité. Je trouve qu'il a parfaitement rempli le rôle pour lequel il est venu dans le club. Je trouve qu'il t'offre en plus pas mal d'options. Moi, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, Zubimendi. Je me dis que si demain Arteta retourne dans une équipe, si demain Arteta fait retourner Arsenal en mode équipe qui va être plus joueuse, avoir plus sa possession, Zubimendi est un joueur qui aura parfaitement sa place. C'est pas pour rien qu'il est international espagnol, qui est quand même pas une sélection connue pour bétonner. Mais en même temps, dans cette équipe d'Arsenal, décrite comme un peu plus terne, certes, il a su être très très bon. Et c'est un joueur qui a souffert de très peu de contestations, à mon sens, hein. Il fait partie des artisans de cette bonne saison. Peut-être pas un hasard s'il est arrivé cette saison-là et que Arsenal se retrouve à être aussi bon cette saison. Eze, tac, tac, tac. Eze, qui, lui, est arrivé pour la modique somme de 70 millions d'euros, qui est un joueur sur lequel j'ai été assez partagé en fait à un moment. Moi j'ai l'impression que, en fait, comment vous décrire ça? Eze est un milieu offensif, mais je pense que dans mon logiciel, et là c'est une erreur de ma part, j'ai eu trop tendance à me dire est-ce que je le compare à Odegaard? Sauf que vous le voyez, il fait pas du Odegaard. C'est le moins qu'on puisse dire. Eze, c'est un joueur qui n'a pas du tout le même profil de jeu. Il est catégorisé mezzala, il va être aussi milieu relayeur. Il a été un joueur très important cette saison. Et quand on parle des critères de réussite d'Arsenal, je mets Zubimendi en très bon. Et en fait, Eze, je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est qu'on a souvent parlé d'Arsenal en mode ils ont des blessés, ils craquent en fin de saison, ils ont du mal en fait à avoir un effectif assez profond pour enchaîner. Il y a eu des moments où cette saison du côté d'Arsenal c'était très fatigué.
Eze, il a quand même gratté du temps de jeu très régulièrement. Il a quand même été là quand Odegaard était absent. Donc je pense que c'est une recrue qui a vraiment été très pertinente. Je vais le mettre en bon. Il m'impressionne quand même un petit peu moins que Zubimendi. Et je le trouve un peu cher aussi. Zubimendi, 70 millions d'euros, certes. Eze, c'est quasiment le même prix. J'aime quand même plus Zubimendi, mais c'est peut-être une question de sensibilité footballistique aussi, ça je vous l'accorde volontiers. Mais je trouve que, en fait, au-delà du montant de transfert, au-delà de la qualité intrinsèque du joueur, il y a qu'est-ce que vient faire ce joueur dans ton club. Parce qu'un bon transfert, c'est le bon joueur au bon endroit au bon moment. C'est pas simplement être bon. Et je trouve vraiment qu'Edze, déjà évidemment c'est un bon joueur, mais il est vraiment au bon endroit au bon moment. Il a été très utile pour les Gunners, c'est un remplacement qui fait sens. Passons à Alexander Isak. Alors Alexander Isak, c'est pas n'importe qui. C'est le transfert le plus cher de ce mercato estival et c'est un des transferts les plus chers de la planète footballistique, 145 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on peut acheter avec 145 millions d'euros? On peut acheter le FC Nantes d'après les demandes de Valdemar Kita, ce qui est un très bel investissement. Peut-être un petit peu surcoté selon Valdemar Kita. En vrai, j'ai même plus en tête à combien il valorise le FC Nantes. C'était vraiment pour la blague. Mais c'est pour vous dire qu'Alexander Isak, déjà il est transféré, il est valorisé 120 millions d'euros, il est transféré bien plus que ça. Sa valeur marchande a chuté à 100 millions d'euros depuis. Évidemment, le grand sujet avec Alexander Isak, c'est qu'il a manqué 30... il a manqué 33 matchs cette saison. En plus, il a loupé sa préparation estivale. Enfin, il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va avec Alexander Isak, je pense qu'on peut le dire aussi simplement que ça. Voilà, c'est qu'en fait, il n'a pas de saison du côté de Liverpool. Qu'est-ce que vous voulez juger? 21% du temps sur le banc, 21% du temps sur le terrain. La moitié de son temps de jeu, il fait le retour alors il revient d'une blessure sans nom et tu vas le foutre titulaire face au PSG. En fait, Isaac fait une saison pourrie. Il n'y a pas d'autre mot. Sa saison, elle est claquée au sol. Elle est nulle à chier. Si on prend les stats d'Alexander Isaac, je vais fermer mes onglets au fur et à mesure, sinon je ne vais jamais m'y retrouver. Si on prend vraiment les stats d'Alexander Isaac sur sa saison, mais c'est un naufrage. Il marque 4 buts. Il fait une passe décisive. Il joue 1000 minutes. Mais en fait, il y a eu tout. Il y a eu tout pour que ça rate. Il y a eu la préparation estivale ratée. Il y a eu psychologiquement un départ qui a été quand même fait au forceps, qui a été dur, à mon avis, à encaisser pour lui. Il y a derrière la période de blessure. Il y a le fait qu'il est réincorporé par Arne Slot de manière un peu bourrine et précipitée. Donc pour moi, en fait, c'est... Je vais mettre nul, mais ça va le faire. Sans doute le joueur dont on peut le plus défoncer la saison, ce qui est paradoxal vu que c'est le joueur le plus cher, et c'est même indépendant de son prix en fait. Genre Gyökeres, il vaut 2 fois moins, peut-être pas 2 fois moins, j'exagère un peu, qu'Alexander Isak. Mais même si Gyökeres avait coûté 125 millions d'euros et Isaac aurait coûté 65 millions d'euros, je vous dirais qu'Isaac a été nul, mais ça peut le faire. Et je vous dirais que Gyökeres, bon, je l'aurais peut-être mis en mouais s'il a coûté 120 millions, mais vous avez l'idée. C'est que c'est vraiment une saison objectivement claquée au sol, mais j'ai l'impression qu'il y avait tout pour la saison ratée. Donc on va pas polémiquer pendant 2 heures. Personne n'ira contester le fait que sa saison allait claquer. Après, au bout d'un an, il a 26 ans, le Boug. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à prouver du côté de la Première Ligue. Je vais reprendre mon petit SofaScore Isaac, parce que franchement, je pense quand même que même si on peut contester son montant de transfert, on ne peut pas contester que c'est un joueur qui a prouvé des choses en Première Ligue. Il claque 27 buts la saison passée, il en claque 25 encore la saison d'avant, dans Newcastle, qui est peut-être pas l'équipe la plus dominante du circuit. Donc non, évidemment, il a des choses meilleures à montrer, mais c'est pas dur. Au bout d'un moment, il a tellement rien montré que emballer c'est peser, Alexander Isaac. Alors Mohamed Kudus, cas un petit peu particulier lui aussi, recrue du mercato estival et avec une belle petite blessure à l'ischio qui a été faite au cours du mois de juin, mais il s'était déjà blessé au cours du mois de novembre, ce qui fait que lui aussi il est sur 30 matchs joués cette saison. C'est un joueur qui a été à West Ham en 2023, qui a été, je sais pas dit
dire perdu pour le foot, mais en fait, moi, j'en entendais paradoxalement beaucoup plus parler à l'époque où il était à Ajax qu'à l'époque où il était à West Ham. C'est peut-être moi, mon biais personnel. Je l'ai vu cette saison, j'ai pas été absolument ébahi, mais en fait il y a le contexte de Tottenham qui est complexe. J'en ai déjà beaucoup parlé pour Xavi Simons, je vais pas me répéter. Il y a le fait que c'est un joueur qui a souffert de ces fameuses blessures, donc et pour autant je l'ai pas trouvé nul. Je vais lui mettre un mouet, mais un mouet vraiment pas ouf. J'ai envie de dire, mec, on se donne rendez-vous la saison prochaine. On fait ça. Il y aura Roberto De Zerbi. Il y a une dynamique qui est relancée. Bon, dynamique qui est relancée également parce que les adversaires de Tottenham étaient tellement nuls qu'ils ont permis le maintien. Mais j'ai pas envie de tirer sur ambulance, en fait, tout simplement. Je pense que c'est un joueur sur sur lequel je l'avais un peu perdu de vue à West Ham. Donc, je m'étais mis un peu en mode redécouverte du côté de Tottenham. J'ai été assez frustré de voir le contexte dans lequel il évoluait. J'ai pas réussi à me faire un avis fixe, donc je vais pas vous broder avec des opinions hyper précises. C'est pas que j'ai pas envie de me mouiller, c'est simplement que au bout d'un moment, pour avoir un avis tranché, il faut avoir un avis ferme. Et moi, c'est pas du tout le cas pour Kudus, qui a des bonnes stats, hein, vous voyez, mais qui n'est pas valorisé à la hauteur de son transfert, bien évidemment. Donc voilà, moi, c'est vraiment le genre de transfert où je me dis bon ben, salut mon pote, à l'année prochaine. Florian Wirtz, deuxième transfert le plus cher du mercato estival. Et il faut quand même saluer ce cher mercato de Liverpool. Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Alexander Isak, tu as largement plus de 300 millions d'euros avec ça, tu es quasiment à 400. Eh ben, franchement, c'est pour ça que notre cher Hugo Ekitike, il est dans le bon. Hein. C'est que Florian Wirtz, je vais le mettre nul, mais ça va le faire. Je trouve qu'il y a une dynamique positive au cours de cette saison. Alors, intra-saison, je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de dire que cette saison est positive à l'échelle de la carrière d'Alexander Isak. Mais c'est pas le bon Alexander Isak. Alex. Pourquoi je parle d'Isaac? Florian Wirtz, pardon. Je me perds en lapsus, étant donné que je parle de l'un, je parle de l'autre. Et j'ai quand même réussi à dire, c'est là où vous voyez que des fois j'ai les deux neurones qui se touchent pas, c'est pas le bon Alexander Isak. Genre j'ai cru que j'étais tombé sur un homonyme. Genre ça m'est pas venu à l'idée que bah non, t'es en train de parler de Florian Wirtz. Et pourtant je savais que je parlais de Florian Wirtz. Et j'ai tellement bugué en voyant que c'était pas la tête de Florian Wirtz que j'ai dit que c'était pas le bon Alexander Isak, mais j'ai même pas reconnu le vrai Alexander Isak. Bref, quand vous me voyez sortir des dingueries, genre Olivier Giroud, je vais l'appeler Benoît Giroud, vous savez pas pourquoi, et je vais même pas tilt au montage, on vient d'en avoir un épisode exceptionnel. Donc oui, Florian Wirtz, je trouve que la première partie de saison était assez historique dans le sens où le mec, il a attendu décembre pour marquer en match officiel, pour mettre son premier but comptabilisé avec Liverpool, ce qui est quand même fou pour un joueur qui a coûté 125 millions d'euros et surtout, on va reprendre le petit SofaScore. Moi, Wirtz, c'est un joueur que j'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Et c'était pas le bid forcément annoncé, parce qu'en fait, il a quand même un paquet de saisons pour un joueur qui est aussi jeune, qui a 23 ans. 23 ans tout juste fêté, donc en fait il avait 22 ans en cours de saison et il signe alors qu'il fête tout juste ses 22 ans, donc ses saisons en Bundesliga c'est à 21 ans grosso modo. Il fait des saisons où il distribue buts, passes décisives à gogo. C'est un joueur qui a évidemment brillé beaucoup dans le système de Xabi Alonso, c'est pour ça que j'aurais bien aimé voir Xabi Alonso à Liverpool aussi. Mais il n'est pas décrit comme un bid d'avance, hein, mais ouais, saison compliquée, saison où j'ai trouvé qu'il y avait parfois une petite montée en puissance. Bah d'ailleurs, c'est marrant, on le voit un peu dans les notes moyennes SofaScore. Bon, faut oublier là, hein. Mais ça, c'est la note moyenne qui est obtenue dans les matchs. Bon, vous savez peut-être ce que je pense des notes moyennes, j'y accorde pas un grand crédit. En fait, pour moi, Florian Wirtz, il a souffert aussi un petit peu des errances de Liverpool, parce que tu vois qu'il joue dans une équipe qui lui demande beaucoup physiquement, mais que c'est un joueur qui a du coffre. Tu vois qu'il est capable de faire de bonnes choses. Mais ça, c'est le cœur de l'analyse de Florian Wirtz pour moi. Il est 16e centile dans les passes décisives. Donc grosso modo, c'est nul à chier, hein, disons-le. Ça veut dire que 84% des joueurs de Première Ligue évoluant à son poste font mieux que lui. 84%. Et
Et il y a des chèvres qui se retrouvent devant lui. Mais si on prend les expected assists, il est cette fois il est classé 75. Donc il y a seulement 25% des joueurs qui font mieux que lui et c'est nettement déjà plus représentatif de son niveau. Et en fait, le problème, c'est que pour faire des passes décisives, il faut servir des bons attaquants. Alors, je suis pas en train de dire que ça excuse tout pour Florian Wirtz, hein, mais je pense que ne serait-ce qu'évoluer dans une équipe, dans un Liverpool où tu aurais eu un très bon Mohamed Salah, ça aurait pu changer des choses pour lui. Je pense que tu mets un. Bah tiens, tu mets un Gyökeres à côté de Florian Wirtz, je pense également que les deux s'éclatent. Ça n'a pas été le cas, il va ressortir comme un meneur de jeu, mais un meneur de jeu un peu orphelin. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est quand même un joueur qui était bien impliqué dans le jeu de Liverpool, hein, très mouvant, etc. Mais bon, première saison pas au niveau, on va pas épiloguer, j'ai beau bien l'aimer. Joao Pedro, qui n'est pas retenu avec le Brésil, vous l'avez sûrement vu, c'est le petit événement. Je vais pas épiloguer là-dessus plus que de mesure. Moi, j'ai tendance à le considérer comme étant plutôt bon. Alors, dans la catégorie, moi aussi, je fais une saison dans un club qui a pas connu une saison tranquille, il se pose là. C'est quand même un joueur qui arrive à faire un petit peu ses stats. C'est quand même un joueur qui va en plus mettre des passes décisives, contrairement à un Gyökeres, par exemple. C'est un joueur que j'apprécie pas vraiment. Je vais être honnête avec vous. C'est plus une question. Encore une fois, hein, allez pas vous faire un film. Moi, j'ai pas d'agenda contre les joueurs. Je suis tout sauf joueuriste. Mais c'est juste une question de style. En fait, visuellement sur le terrain, c'est pas le mec qui me fait allumer ma télé. Mais je trouve pour le coup que ses stats sont très représentatifs de sa saison. C'est-à-dire qu'en fait, il est carré. Et moi, je suis dévasté pour lui qui vienne pas avec le Brésil parce que je pense que c'est un joueur qui avait vraiment sa carte à jouer. Je pense que c'est un joueur qui a justifié sportivement qu'il était capable de s'en sortir dans une équipe où tout n'est pas simple parce qu'il sort quand même une saison qui est vraiment intéressante. C'est un joueur qui a des qualités de vitesse, qui a des qualités d'accélération, mais c'est pas non plus un joueur qui est qu'un attaquant de profondeur. Moi, je le mettrais pas comme ça. Il ressort d'ailleurs, vous voyez, comme attaquant complet, profondeur et pressing par rapport à ses qualités qui ressortent le plus et qui dresse son petit profil data scout. Et en fait, c'est un joueur qui a été aussi plutôt impliqué dans le jeu de son équipe, d'où le fait qu'il fait pas mal de passes décisives. Donc voilà, moi c'est un joueur que visuellement j'aime pas trop voir évoluer, mais c'est un joueur que je défendrai toujours s'il sort des saisons comme ça, parce que moi franchement je trouve qu'il fait le taf, et faut pas oublier qu'à Chelsea t'as une sacrée malédiction des numéros 9. Mbeumo, très bon, très très bon. Mbeumo ça a été un peu le joueur coup de cœur pour moi cette saison, alors coup de cœur. Coup de cœur à l'échelle de la première ligue, qui était peut-être pas la première ligue de l'histoire. Je l'avais vu déjà un petit peu avec Brentford, mais j'en avais déjà parlé. C'est pas le joueur que je connaissais le mieux. C'est un joueur sur lequel j'étais un peu en mode attente. Ok, montre-moi ce que tu vaux. Et en fait, je trouve que Mbeumo, c'est vraiment un joueur qui a su se mettre au niveau des attentes. C'est vraiment le mec qui a été présent quand. Je vais peut-être mettre le bon graphique pour parler, ce sera mieux. C'était vraiment le mec qui était présent quand il fallait avoir des déséquilibres, qui était capable d'apporter cette petite touche de magie à Manchester United, qui était un mec qui a su être fort dans des matchs qui n'ont pas été évidents et qui a vraiment été un porteur de costume qui a su élever son numéro de jeu et prendre ses responsabilités. Donc vraiment très très bonne image du Camerounais de mon côté. C'est un joueur qui ressort comme attaquant de pressing, mais que je trouve bon à tout faire en fait. Donc franchement, ouais, moi, c'était pas forcément le joueur que je connaissais le mieux. Évidemment, Mbeumo est connu quand tu suis la première ligue, mais voilà, c'est un joueur qu'en plus on a vu passer par notre bon vieux hexagone, et franchement, valorisation qui monte, justifiée. Alors aujourd'hui, je suis un club qui doit recruter. Je ne sais pas si moi je pose 80 millions d'euros sur Mbeumo pour être parfaitement honnête. Il a été recruté 75 millions d'euros, mais je le mets quand même en très bon pour un truc tout con, c'est que Manchester United fait beaucoup. Je suis en train de m'assécher de merde avec son recrutement, et Mbeumo est au contraire un mec où je me dis. Y a également j'ai mis du nul mais ça va le faire, nul et j'y crois pas. J'aurais pu mettre du très bon mais j'y crois pas sur la durée, ou j'y crois sur la durée.
Mbeumo, bon, comme Zubimendi d'ailleurs, j'y crois aussi sur la durée. Donc vraiment, ouais, bon recrutement pour moi. Waltmad, alors ça c'est important. Non pas que les autres n'étaient pas importants, mais parce qu'il débarque du côté de Newcastle, et c'est le fameux jeu de chaise musicale de cette saison, où nous avons Newcastle qui à une époque était apparemment intéressé par Hugo Ekitike, qui va finalement du côté de Liverpool, Liverpool qui va également recruter au forceps Alexander Isaac qui quitte Newcastle, Newcastle qui s'interroge sur les attaquants qu'ils peuvent aller chercher, il y avait eu des rumeurs Sesco, et finalement ils jettent leur dévolu sur Nick Waltmad, qu'on va donc classer un joueur qui était valorisé 30 millions d'euros et qui a été transféré 75 millions d'euros. Alors évidemment, sa valorisation marchande a explosé par la suite, mais alors en termes de stats déjà, il fait pas des stats folles cette saison, 12 buts, 4 passes décisives, mais c'est un joueur qui c'est pas ce que je vous disais sur Florian Wirtz qui a 1001 saisons de référence. Si on va sur le profil de notre cher petit joueur de Newcastle United, on se retrouve avec un joueur absolument moyennasse partout. Et encore, je suis poli quand tu vois ses stats physiques. Estimé à 45 millions d'euros. Et bien, je vais être parfaitement honnête avec vous. Ah, j'hésite. En fait, j'aurais tendance à le mettre un petit peu en mouais parce que je m'en fous. Je suis désolé, voilà. Je sais que je fais une vidéo, je fais du contenu, je suis créateur foot. Je sais qu'aujourd'hui, on est censé avoir un avis sur tout, mais en fait, avoir un avis sur tout, ça pousse des mecs à parler de joueurs sur lesquels ils n'ont pas grand-chose à dire. Et au bout d'un moment, j'ai ma sensibilité footballistique comme tout le monde, ce qui m'amène à avoir des jugements plus ou moins tranchés, mais je pense être de bonne foi. Je vous ai dit, par exemple, João Pedro, c'est un joueur que je défends vraiment très très dur, même si j'aime pas trop visuellement son style. Waltmad, je m'en fous. C'est un joueur. Waouh! Qui en a quelque chose à foutre? Je le disais pour Cunha, mais pour moi, c'est un peu la même. Je sais pas si je le mets en nul et j'y crois pas, mais il est pas nul en fait. Il est juste au niveau où il est attendu. Mais je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi il a été recruté ce prix-là. C'est parce qu'il y a le jeu de chaise musicale. Mais franchement, vous le mettez où vous voulez. Nul et j'y crois pas. Moi, zut. Moi, je vais vous faire une nouvelle catégorie. Ça va être la catégorie, elle est pas dans la vignette, je vais la mettre nouvelle. OSEF. Voilà, je suis désolé, je vais les mettre du coup tout en bas. Vous pouvez débattre tant que vous voulez, moi je m'en fous. Voilà. Quand je vous disais par exemple que j'ai pas fait un top 20 parce que Retegui et Elanga c'était pas les joueurs qui me passionnaient le plus, et encore Retegui on aurait pu en parler, ça aurait pas été en mode bonne ou mauvaise recrue, mais c'est un cas intéressant vu qu'il va en Saudi Pro League, mais bref, j'ai pas digressé. Waltmad, j'aurais pu vous faire le classement et l'enlever, je m'en fous, je trouve juste qu'il est représentatif des chaises musicales. Bon, mais Osimhen, je le mets en très bon, bête et méchant. Je vais pas vous mentir, moi Osimhen, j'ai surtout vu dans cette petite compétition appelée la Champions League, appelée la Coupe aux grandes oreilles, appelée la C1, appelée la Citroën, mais qui roule bien. Mais évidemment, il fait ses perfs également du côté de la Super League, mais c'est surtout que voir Galatasaray poser 75 millions d'euros sur un joueur, ça se voit pas tous les 4 matins. Sa valeur marchande, elle est restée relativement stable. Ses performances, elles ont été relativement stables. Et je sais pas si vous avez la même image que moi, mais parfois, le championnat turc, j'ai l'idée de clubs qui vont pas poser énormément en montant de transfert, mais qui ont des très gros salaires. Et du coup, c'est un peu retraite dorée. Tu vas là-bas pour le soleil, les spas et l'ambiance, mais ça va, quoi. Je dis pas ça irrespectueusement pour le championnat turc, je dis ça irrespectueusement pour l'attitude de pas mal de joueurs qui y vont, où j'ai quand même l'impression qu'une fois qu'ils y sont, étrangement, ils sont plus exactement au niveau où ils étaient dans le passé. Alors après, des fois, ils y vont aussi parce qu'ils sont cramés et qu'ils ont plus d'autres options dans des championnats peut-être un peu plus huppés. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais là où je veux en venir avec Osimhen, c'est qu'Osimhen, il a respecté la ferveur turque. Première saison en prêt impeccable, deuxième saison impeccable, des blessures évidemment, mais franchement un très très gros transfert. Et là où je me dis que c'est une bonne opération, c'est que si jamais le joueur en a marre, s'il veut se tirer, Osimhen il a 27 ans, il a encore pas mal d'années au top niveau, il partira ailleurs, merci, au revoir, franchement bon transfert.
Parlons de Luis Diaz, et là, pas de suspense, tac, 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 très bon. Très très bon le Luis Diaz. Je vais classer un peu, ouais. Moi, j'ai pas mis dans l'ordre, mais vous avez l'idée. Luis Diaz, moi, c'est un joueur que j'aimais bien du côté Liverpool déjà, donc code de sympathie de base, mais pour autant, je l'attendais au tournant du côté de Bayern, parce que c'est jamais évident de faire sa place au Bayern. Alors oui, on va avoir tendance à dire que le Bayern joue dans un championnat ouvert, que c'est une attaque avec généralement une philosophie de jeu qui est aussi portée euh, vers l'offensif. Donc forcément, c'est plutôt flatteur pour les attaquants, mais pour autant, être capable d'être au rendez-vous tout le temps, de faire des gros matchs, c'est pas simple. Luis Diaz a fait une rencontre qui avait été remarquée face au Paris Saint-Germain. Et sur l'ensemble de sa saison, je trouve vraiment que c'est un très bon joueur. À une époque, du côté de Liverpool, le seul truc que j'avais à lui reprocher, c'était un côté un peu croqueur. Bon, là, j'ai pas non plus de scandale à faire là-dessus. Les stats sont relativement parlantes, hein. C'est un joueur qui est estimé par Datascout à 62 millions d'euros. Moi, j'aurais tendance à le mettre meilleur, hein. Ailier buteur, donc de cette fameuse génération de joueurs. Ah, c'est plus lui. Je vais reprendre Luis Diaz. J'ai tendance à le mettre de cette fameuse génération de joueurs, et là, il me faut la hitmap pour vous expliquer, qui est sur l'aile, mais qui va repiquer vers l'intérieur et qui va apporter du danger. Un peu ces ailiers fantasmés de l'époque Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, où beaucoup de gens avaient tendance à oublier qu'un ailier va pas forcément être buteur ou passeur décisif, mais qui peut simplement être faiseur de déséquilibre. Bon, bah, Luis Diaz, il est buteur, passeur et faiseur de déséquilibre, donc franchement, une bonne recrue. C'est un mec qui a été recruté 70 millions d'euros, ce qui est cher, mais il est la 10e recrue. Et en fait, quand je regarde les noms, je me dis combien de mecs t'offraient autant d'assurance que Luis Diaz. Luis Diaz, il vient au Bayern, mais bon, intéressant à Porto, remarqué à Porto, pas mal de saisons du côté de Liverpool où il avait la lourde responsabilité de remplacer Sadio Mané. Bon, Sadio Mané, il se remplace pas comme ça, mais Sadio Mané, il est parti du côté du Bayern, il a bidé. Luis Diaz, il est parti du côté du Bayern, il a réussi. Donc, non, non, franchement, je dis pas ça pour dévaler Mané, hein, mais c'est pour vous dire, le challenge était de taille du côté de Liverpool pour remplacer Mané. Vu que Mané est une légende du côté de Liverpool, on peut pas dire que Mané soit devenu une légende du côté du Bayern, par contre. Mais Luis Diaz, vraiment très très bon joueur, très très bon transfert. Un prix élevé, mais totalement justifié, parce qu'il t'apportait des garanties. Hein, merci. Hein. Passons désormais à Antoine Semenyo, mercato d'hiver, petite spécificité, ce qui fait qu'en fait, je vais peut-être même plutôt le regarder ici. Ceci m'intéresse, c'est décomposé également. Je sais pas si je vais les avoir décomposés ici. Parce que vous voyez, on a les stats, voilà, Manchester City seulement. Si on prend Manchester City, on va avoir 27 matchs, 2000 minutes, 11 buts, 3 passes décisives. Un joueur qui a immédiatement trouvé sa place dans l'effectif, un joueur que j'apprécie, et un joueur sur lequel, pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai pas 4000 choses à dire non plus. C'est un joueur que j'aime bien, mais paradoxalement, c'est un joueur sur lequel j'aurais moins de choses à vous dire que sur João Pedro, que j'aime un peu moins en termes de style, mais qui me rend un petit peu plus bavard en termes d'analyse et que j'ai un peu plus défendu. Il a de bonnes stats. Il a été capable de faire des choses intéressantes pour moi à Manchester City, dans le sens où déjà, tu as cette utilisation que tu peux voir sur deux côtés, mais en fait, si tu prends... Non, j'avais déjà ouvert un onglet. Si tu prends l'ensemble de la carrière de ce joueur, tu te rends compte qu'il peut être... Si tu prends l'ensemble de la carrière, voilà, je me disais bien, il peut être utilisé à des endroits relativement différents, qu'il a seulement 26 ans, qu'il s'est plutôt bien adapté à Manchester City, que finalement, si on reprend sa carrière, il a quand même une petite expérience en Angleterre qui mérite d'être soulignée. Il n'arrive pas non plus à sec du côté de Manchester City. Pas impressionnant pour un sou, mais pour moi, un bon transfert. Et en plus, c'est un peu délicat à évaluer. Je suis toujours mal à l'aise dans l'idée de classer des transferts mercato hivernaux en même temps que des transferts mercato estivaux. Et ensuite, nous allons dans la catégorie Je suis un membre de la chaise musicale, ce cher Sesko, international de la Slovénie, qui nous fait une saison, comme vous le voyez,
qui nous fait une saison qui l'envoie directement en mouais, mais je pense que je pourrais l'envoyer en saison OSEF. Parce qu'en fait, je vais le mettre en mouais, pardon, hein, j'avais la réflexion en direct. Manchester United, je trouve que tu as vraiment le contraste entre Cunha, Mbeumo et Sesco. Cunha, pour moi, c'est le mec qui a plutôt bien fait le taf, sur lequel j'ai des interrogations sur son montant de transfert, mais qui a trouvé sa place dans son équipe, qui a fait preuve d'une certaine adaptabilité tactique, qui ne me vend pas du rêve, mais qui est un artisan clair et net du succès en première ligue. Cunha, c'est ça. Mbeumo, patron. Je vais faire une petite statuette en son honneur. Tout mon respect, mec. J'étais pas forcément hypé par le transfert, mais pas par réticence, plus par méconnaissance du joueur. Eh bien, voilà. Maintenant, je le connais, il n'y a absolument aucun problème. Je l'avais déjà un petit peu en tête, mais alors là, c'est clair et net. Et à côté, à côté, t'as Sesco qui est un peu osef, hein. Soyons honnêtes, c'est un mec qui arrive en provenance de Leipzig. C'est un mec qui me fait bailler, je suis désolé. Qui sort de saisons qui sont assez intéressantes statistiquement, mais est-ce que vous l'avez vu? Je ne sais pas si ça va ressortir dans son radar cette saison ou s'il va falloir aller chercher les saisons précédentes. Je ne vais pas vous spoiler. Voilà, si ça ressort. Hein. Du duel aérien, du but, des tirs cadrés. Saison précédente, plus complète, mais dans une équipe de Leipzig, vous savez ce que ça sous-entend. Finalement, je vais pas dire que c'est un numéro 9 qu'on peut décrire comme un pur numéro 9 old school. Pardon, j'ai glissé, chef. Mais c'est pas le genre de joueur qui me fait lever la nuit non plus. Renard des surfaces. Voilà. C'est pas un joueur qui a eu une place incontestable du côté de Manchester United. Je sais même plus s'il a été blessé. C'est pour vous dire. Il a manqué quelques matchs, mais quand il n'était pas là, je partais du principe que c'était un choix, ça aurait pu être des absences, que ça m'aurait même pas choqué tellement il me manquait peu. Alors Sesco est encore un joueur jeune, Sesco est encore un joueur qui a une très grande marge de progression, j'en doute pas, mais autant Mbeumo, il m'a fait me réveiller la nuit et applaudir Manchester United, autant lui, je mets en moi, je pourrais le mettre en Osef. Donc voilà, on en vient avec ce tableau que vous voyez devant vos yeux ébahis. Et ce tableau, pour moi, il prouve, pour revenir à la formule du départ, que non, c'est pas parce que tu payes un joueur très cher que tu as une garantie. Et d'ailleurs, ça m'inspire une vidéo que je vous ferai peut-être sur les plus gros transferts de tous les temps, où on fonctionnera de la même manière. Je pense qu'on va se marrer. Ce sera une vidéo qui sera peu appréciée par les gens du côté du FC Barcelone, à mon humble avis. Coutinho, si tu me regardes. Mais en fait, le précédent mercato estival, il n'y a pas tant d'échecs que ça. Hein. Et vous voyez, les échecs, moi, je suis plutôt optimiste. Mais c'est pas non plus des réussites absolument phénoménales. Ce qui ressort quand même, hein, je le redis, mais d'un point de vue macro, c'est que c'est beaucoup de transferts de première ligue. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 transferts sur le top 20. J'aurais fait que 18, mais c'était pour vous donner un nombre. Des plus gros transferts, 15 des 20 plus gros transferts sont du côté de l'APL. Et sur les 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 des 10 du côté de la Première Ligue. En fait, ultra domination anglaise et des joueurs aussi qui se sont retrouvés valorisés parce qu'il y a de la concurrence entre clubs anglais et le marché des avant-centres est très compliqué. On retrouve aussi la fameuse règle, les joueurs offensifs valent cher, hein, ça c'est pas nouveau. Mais voilà, je vous remets quand même la tier list peut-être. Vous me direz ce que vous pensez de ce petit classement. Moi, alors je pense que vous me redemandez dans 2 semaines, je pourrais vous changer des positions. C'est la magie de la tier list, donc si vous n'êtes pas d'accord, évidemment dites-le moi, expliquez-moi pourquoi, mais maintenez pas trop rigueur. Ça se trouve, vous me verrez dans une vidéo dans 3 semaines être plus indulgent envers certains de ces joueurs. Ça vous aura donné une petite visu, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi j'aime boire environ 3 litres d'eau, je crève de chaud. Kiffez bien votre journée, salut.